Écoute, j'étais parti dans une grande théorie sur ce film, mais ça va être chiant. Mais vas-y. Non, je préfère parler de Femme à poil quand même. Mais tu peux parler de Femme à poil et de ta théorie, c'est justement tout l'intérêt. Ouais, alors, attends. Ah, c'est une théorie de quelqu'un d'autre? Mais écoute, Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Ça le temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Eric. Bonsoir. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, le David Copperfield de l'audio, celui qui manipule les sons, fait disparaître les bafouillages et envoûte vos conduits auditifs. Bonjour Alain. Je suis le magicien des temps modernes. Salut. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, robe de bure, flagellation et peste noire, on parle de Benedetta, le dernier film de Paul Verhoeven. Il y raconte l'histoire de Benedetta Carlini, une nonne italienne devenue abbesse d'un couvent de Toscane au XVIIe siècle. Affirmant dialoguer avec Jésus, elle tombe régulièrement dans des extases mystiques. Ou bien tout ceci n'est-il que manipulation et jeu de pouvoir? En tout cas, quand la novice Bartolomea est désignée pour veiller sur elle, la relation qui se noue entre les deux femmes n'est plus du tout de l'ordre du spirituel. Si ce pitch fleure bon la non-exploitation des années 70, il est pour autant issu d'une histoire vraie. Car oui, Benedetta Carlini a réellement existé. L'historienne Judith C. Brown de l'université de Stanford lui a même consacré un livre après avoir étudié les dossiers de son procès. Intitulé Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne, c'est cette biographie que Verhoeven a choisi d'adapter à sa sauce, avec la complicité de David Burke à l'écriture et Virginie Efira dans le rôle de la religieuse mystique. Tourné il y a maintenant 3 ans, Benedetta devait initialement être présenté au Festival de Cannes 2020. Covid oblige, sa sortie est reportée. Le film fait finalement partie de la sélection cannoise 2021. Il est présenté au public et sort en salle le 9 juillet. Paul Verhoeven a l'habitude de diviser le public et la critique. On vous parlait de Showgirls ici même en novembre dernier, hué à sa sortie avant d'être porté au nu des années plus tard. Alors qu'est-ce qu'on retiendra de ce nouveau Verhoeven qui fait déjà couler beaucoup d'encre? Chef-d'œuvre ou gros ratage? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi? Moi je vais dire duel, j'expliquerai après. Moi je fais une Yannick, je suis mi-figue, mi-raisin. Je suis désolée. On va dire que c'est ton joker de la saison. Ouais, je suis désolée, j'ai pas utilisé jusqu'ici, mais voilà. Ouais, on est à la fin. Hein. Ouais. Bon, moi, en fait, j'ai pas de mots-clés, effectivement, non plus, hyper... mais je vais juste dire Polo, quoi. Parce qu'en fait, c'est Polo. comme ça qu'on l'appelle, Polo, tu vois. Donc, et quelque part, en fait... Moi, c'est un peu l'expression que je me fais quand je regarde un film de Paul Verhoeven. Je me dis, ah putain, c'est Polo, quoi. Parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui joue, tu te dis, bien que lui qui fait ça, quoi. Voilà, c'est une manière de dire ça. Très bien, duel, mi-figue, mi-raisin, Polo. Allez, c'est parti. Eric, je crois que tu avais une théorie très intéressante à nous exposer. Alors ça va être lourd, mais Paul Verhoeven, comme Stéphane, on l'a rencontré à un festival de Gérard Mer il y a longtemps. Ouais, moi je l'ai interviewé aussi. Ouais, moi aussi. Et il était assez... D'ailleurs, moi quand je l'avais interviewé, il y avait la bande-annonce de La Passion du Christ qui venait de tomber, et il m'en parlait, il me dit, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Parce que lui, il bossait, il me disait, là je suis en train de bosser, d'apprendre le grec ancien pour lire les ouvrages dans le texte, etc. Il disait, moi je veux faire une vision, j'ai ma vision de Jésus, et je veux le montrer comme un Palestinien, comme un terroriste. C'était son grand projet de film qu'il a pas fait, mais il a sorti le bouquin là, il y a pas longtemps, que je veux lire. Et évidemment, cette anecdote, en fait, elle illustre bien aussi ce qui se passe dans Benedetta, qui est pas du tout un film porté par la foi. C'est plutôt un film assez libidineux, donc du coup j'aime bien. Et en fait, c'est un film comme... Et moi, je trouve que c'est un film d'un Paul Verhoeven enfant, mais comme dans beaucoup de ses films, c'est un film qui a l'air beauf, comme ça, comme Showgirls, comme Starship Troopers, et en fait, qu'il est pas du tout. Et je parle de duel, donc
E2LE, parce qu'en fait c'est rare de voir un personnage qui a autant de facettes opposées. C'est-à-dire que d'un côté c'est une femme qui est portée par la foi, et de l'autre c'est une lesbienne libidinale exhibitionniste, et en fait il arrive quand même à contenir les deux dans un film et à faire un portrait de femme au moins, on va dire, bizarre. Et donc le film est assez chouette à regarder, et c'est pas que l'hétéro en moi qui parle, parce que c'est vrai que c'est rempli de femmes à poil tout le temps, mais parce que en fait il a beaucoup à proposer, et en fait c'est encore une fois Paul Verhoeven et sa prétendu beau fric qui cache quand même pas mal de subtilité et de savoir-faire. Donc j'aimerais bien votre avis là-dessus, mais moi j'ai trouvé ça vraiment chouette à regarder au moins. Alors, moi, je vais pointer quelque chose, mais qui est déjà problématique dans Elle, et Verhoeven, c'est aussi un styliste, c'est pas que un mec, en fait, qui a le mauvais goût, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qu'il a aussi érigé en tant qu'art cinématographique. Il y en a des scènes de mauvais goût là-dedans, et ce que j'appelle le bon mauvais goût, hein, c'est-à-dire... Il y a le bon mauvais goût et le mauvais goût. Voilà, c'est-à-dire le mauvais goût, c'est Fast and Furious, le bon mauvais goût, c'est Verhoeven, quoi. Et en fait, on va dire ce que j'appellerais moi par exemple le bon mauvais goût, c'est une scène à un moment donné dans le film où l'amante de Benedetta prend une icône à l'effigie de la Vierge, quoi, et elle la taille pour en faire un godemiché. Et il y a tout un petit jeu de mise en scène autour de ça, où nous, ça nous a fait marrer quand on a vu ça avec Eric, parce qu'on l'a vu ensemble en salle, où au début, on se dit, bon, elle est en train de tailler un bout de bois, mais tu vois pas trop ce que c'est. Tu comprends, en fait, tu dis, ok, on a compris qu'elle fait un godemiché, mais en fait, en gros, elle se pointe avec le truc, et tu vois que c'est la petite statuette tu vois, en bois. Donc tu fais, ah non, c'est gouré, tu vois, pendant une seconde, et en fait, elle le retourne, et tu vois que c'est effectivement ça. C'est donc, t'avais raison, j'avais raison, ah non, j'avais tort, mais en fait, non, si, j'avais raison, et en fait, du coup, ça joue une espèce de dualité où, en fait, il joue avec toi, il rigole avec ce truc, et toi ça te fait marrer, enfin moi en tout cas ça m'a fait marrer, et évidemment il y a la scène où elle se l'insère, et là le plan il est rigolo, quoi, parce qu'en fait tu vois donc Virginie Efira, jambes écartées de côté, pardon, et tu vois la tête de la Vierge qui sort, et c'est marrant, tu vois, enfin mais je comprends qu'on puisse considérer que c'est du mauvais goût. Et moi, je trouve que c'est du mauvais goût salvateur, c'est-à-dire c'est du bon mauvais goût, quoi. Alors, ces petits moments de mise en scène comme ça, il y en a quelques-uns dans Benedetta, comme toujours, en fait, chez Verhoeven, mais ils sont beaucoup plus rares, et surtout depuis qu'il a investi le cinéma français, parce que, je ne sais pas pourquoi, il a décidé que sa forme devait être un peu plus leste. C'est un disciple d'Hitchcock, hein, quand même, à la base, Verhoeven. C'est quelqu'un qui a énormément étudié ce cinéma-là. C'est un cinéma qui est très carré, hein, Hitchcock. C'est un cinéma qui est très, très construit. Et s'il l'a fait en tant que cinéaste, c'est parce que ça le fascine. Et d'ailleurs, il en a fait des films entiers. Hein. Il a fait Basic Instinct autour de ça, quoi. Et du coup, en fait, moi qui ai revu en plus Basic Instinct en salle récemment, passé où je me suis vraiment fait cette réflexion, je me suis dit, c'est dingue de regarder un film qui en fait est un sex thriller de base, c'est-à-dire sur le papier, c'est-à-dire un Hollywood Night, tu vois, dont on sait que Verhoeven va le transcender. Je dis Hollywood Night pour la référence à l'époque, parce que c'était ce genre de truc qu'on voyait. Mais écrit en 15 jours en plus. Hein, voilà, et que lui va transcender déjà ne serait-ce que par rapport à ce que le film raconte, mais surtout, parce qu'il le fait raconter entre les lignes, mais surtout une forme visuelle absolument époustouflante. C'est-à-dire que pour moi, s'il y a un truc que j'ai retenu en revoyant Basic Instinct, c'est-à-dire que c'est un film que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas non plus un de mes Verhoeven préférés, c'est que, en fait, en gros, cette forme, on la met plus dans le cinéma. C'est-à-dire se mettre autant d'argent et de soins et de voilà, sur des décors, du casting de second rôle, de la machinerie, en fait, des mouvements de caméra de ouf, mouvements de caméra de dingue, etc., qui ont des significations, c'est-à-dire qu'ils sont pas juste, tu vois, c'est du langage cinématographique. Mettre autant d'argent, le dernier film que j'ai vu comme ça, c'est le Tarantino, c'est-à-dire c'est Once Upon a Time in Hollywood, où je me suis dit, ah ouais, là, si le film il a coûté 100 millions, c'est pas parce qu'ils ont tous pris un cachet, ça a coûté 100 millions parce qu'ils ont reconstitué Hollywood Boulevard en 69, blabla, etc., etc. Donc là, c'est un peu ce qui me manque vraiment dans Benedetta, parce que déjà, je trouve le film extraordinairement laid. C'est-à-dire vraiment visuellement, je le trouve mais horrible. C'est-à-dire vraiment comme... on a le pire du cinéma français pour moi là-dedans, hein, et je pèse mes mots. Et la problématique supplémentaire, on va dire, par rapport à elle, c'est que c'est quand même censé être une reconstitution historique. Et c'est extrêmement cheap. Et pourtant, je pense pas qu'avec Virginie Efira, Lambert Wilson et patati et patata, tous ces acteurs-là, le budget soit léger. C'est-à-dire que j'ai pas le chiffre exact, mais ça m'étonnerait pas que ça coûté entre 8 et 15 patates. En France, c'est un bon budget. Donc on peut faire quelque chose d'assez soigné. En comparaison, par exemple, c'est un peu ce que touche,
C'est un peu avec ça que Dupontel fait ses films. Hein. Donc ça, c'est un peu pénible, je trouve, en fait, vraiment de voir ça. Et je pense que les gens qui connaissent le cinéma de Verhoeven et qui n'ont peut-être pas encore vu Benedetta, il faut les prévenir, en fait, que ça n'a pas la forme du cinéma de Verhoeven qu'il a depuis toujours, quoi. Ceci étant dit, c'est du pur Verhoeven. C'est pour ça que je dis Polo aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est du pur Verhoeven parce que fondamentalement, tu ne ressors pas du film en étant d'un côté ou de l'autre forcément de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il y a ces showgirls avec des nonnes, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est juste, et pas, je parle pas vraiment de parce qu'elles se séduisent et qu'elles couchent ensemble, etc., etc. Je parle du jeu de pouvoir. Je parle vraiment en fait des jeux de pouvoir qu'il y a dans la notion même de devenir la mère supérieure du couvent, dans l'idée en fait de qu'est-ce que ça a comme influence sur la petite ville dans laquelle en fait on est, tous ces trucs-là, et qu'est-ce que ça signifie quand comment dire, tu te retrouves face à comment il s'appelle, Lambert Wilson qui joue le nonce, voilà, et qu'est-ce que ça signifie en fait, qu'est-ce qu'on va te croire ou pas croire, et qu'est-ce qu'on peut aborder. Et le truc en fait dans tout ça, c'est que au final, alors pour moi ce n'est pas aussi brillant que Showgirls. On avait fait une émission en début de saison sur You Don't Know Me où on parlait du coup de Showgirls de manière détournée, évidemment. C'est pas aussi brillant que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment pareil, la notion même, et là je spoil un petit peu en fait, de savoir si elle est illuminée ou comment dire manipulatrice, elle est à un moment donné elle est éventée. Alors je dirais pas ce que c'est, mais en fait c'est des questions qui restaient ouvertes en fait dans les autres films de Verhoeven. C'est-à-dire que en gros quand tu regardes un film comme Total Recall, la question de savoir si en fait il vit vraiment la situation que tu es en train de voir, ou est-ce que c'est en fait une embolie cérébrale dans sa tête, et en gros il est en train de il a toutes les images en fait qu'on lui a implantées qui s'entrechoquent, tu vois, et qu'il est en train de crever. C'est une question qui est laissée totalement en suspens parce que à cette époque-là, et moi je trouve que c'est mieux de fonctionner comme ça, à cette époque-là c'était un film de Schwarzenegger, donc en gros on pouvait pas dire ouvertement que Schwarzenegger avait une embolie cérébrale dans le film et qu'il était en train de crever, sauf que pour Verhoeven c'est le cas. Mais il le dit pas ouvertement, c'est-à-dire il laisse le truc, le flash au blanc, c'est ce que ça exprime, quoi. Pareil avec Basic Instinct, est-ce que c'est la blonde, est-ce que c'est la brune, en fait tout ce jeu autour d'Hitchcock, tu vois, là c'est relativement clair, c'est-à-dire voilà, mais la question reste en suspens parce que quand elle est gamine, par exemple, elle a tout ce truc où elle dit au comment dire, au malandrin là qui c'est quoi la scène d'ouverture, tu sais, où ils lui prennent c'est des voleurs, des en soldats, fait, non, des voleurs, des soldats voleurs, tu vois, et en fait en gros il lui dit mais la Vierge va te punir, et t'as un oiseau qui arrive et qui chie sur la tête du gars, et en fait les mecs sont morts de rire, et voilà. Et peut-être qu'effectivement quand elle a 8 ans elle se dit je parle, la Vierge parle à travers moi, la Madone parle à travers moi, tu vois. Mais en fait au fur et à mesure où le film avance, tu commences à vraiment avoir une conscience en fait de tous les enjeux qui sont posés. Elle ment, elle se flagelle, etc., etc. Tu finis par avoir plus ou moins la réponse dans le film. Et j'aurais préféré que ça reste un peu plus en suspens parce que je pense que ça aurait donné un peu plus d'étrangeté au film, de bizarrerie, comme tu disais, Eric, tu vois. Là où finalement, bon, je spoil du coup un peu, c'est-à-dire, voilà, elle reste la manipulatrice en chef, quoi. C'est-à-dire, voilà, alors, pas sur tout, mais vraiment sur des points politiques, en tout cas. Oui, mais peut-être pas forcément consciemment, c'est ça qui intéresse. Possible aussi, ouais. Quitte à spoiler, puisqu'on est dedans, elle reste la manipulatrice en chef, n'empêche qu'à la fin, elle choisit de retourner dans le couvent. Et elle y passe 35 ans. Oui, mais en fait, c'est pour le coup, c'est ce qui n'est pas explicité dans le film. C'est-à-dire que c'est un texte qui est un texte historique, c'est-à-dire en fait qui t'explique ce que Benedetta est devenue, mais à ce stade en fait de son truc, elle aurait pu se dire je vais y aller et retourner la situation, tu vois, de nouveau. J'y ai réussi jusque-là, je peux peut-être le refaire, tu vois. Si tu suis la logique de ce que ça raconte dans le film, hein, c'est ça que je voulais dire, quoi. Dans les enjeux. Oui, parce que quand elle y retourne, je sais plus comment s'appelle la novice qui s'occupait d'elle, lui dit mais tu sais, ils étaient pour toi, mais ils peuvent très vite se retourner contre toi. Donc je pense qu'elle part aussi avec une intention de encore manipuler les gens là-bas. Oui, n'empêche qu'elle finira sa vie enfermée, à avoir de temps en temps le droit de s'asseoir à table avec les autres. Par terre. Oui, par Manger terre, par terre. Donc bon, c'est pas non plus une réussite. C'est pas une réussite, non, mais de toute façon, enfin, je veux dire, ce que le film pointe du doigt, je pense s'il y a vraiment un truc de lecture premier, c'est
on parlait du fait que c'est un film de festival de Cannes, si tu veux, où il y a l'idée de choquer un peu les gens, si tu veux, parce que c'est un Verhoeven, etc., etc. Bon, il a 83 ans, Verhoeven, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il choquait un peu plus quand il faisait Cathy Tipple ou Spetters, tu vois. En tout cas, je pense que les gens qui le connaissaient pas, ils débarquaient là-dedans, ils disaient qu'est-ce que c'est que ce film, tu vois. Mais là, ce qui les choque évidemment, c'est de voir en fait des choses assez naturelles finalement, et qui sont de l'ordre du corps. Ce qui choque en fait, si tu veux, c'est le vieux fond de catholicisme en fait qui existe dans la France en fait. Tu vois, c'est-à-dire même si on croit plus forcément en Dieu aujourd'hui, même si on machin, c'est notre éducation. C'est l'éducation française, c'est l'éducation bourgeoise française. Donc le truc, c'est que si tu veux, fondamentalement, c'est un film jumeau avec Elle, tu vois, sur ce point-là. Et ce qui choque là-dedans, ça choque le bourgeois. Donc c'est-à-dire pas grand monde. Mais en fait, est-ce que ce film, il choquerait s'il n'était pas à Cannes cette année, s'il sortait comme ça? Je pense qu'on en parlerait beaucoup moins. Et c'est pour ça aussi qu'il sort dans la foulée de Cannes, et aussi qu'ils l'ont retardé, parce qu'en fait, il a été retardé plusieurs fois, parce que je crois que d'abord, il a eu des soucis de santé. Ensuite, Cannes, l'an dernier, a été annulé. Et ils auraient pu le sortir comme beaucoup d'autres films. Là, la réouverture, mais je pense qu'ils attendaient Cannes aussi pour qu'on en parle, parce qu'il aurait été beaucoup moins discuté s'il était sorti comme ça, normalement, de manière normale, quoi. Le producteur souhaitait aussi une sortie en salle. Oui, réellement, ça, il l'a dit. Oui, mais bon, ils auraient pu faire une sortie en salle à la réouverture, en tout cas sans passer par Cannes. Et je pense que c'est des films dont on va forcément parler à Cannes, parce que comme tu dis, voilà, choquer le bourgeois, ou en tout cas une certaine critique qui va s'y intéresser parce que c'est à Cannes et pas ailleurs. Moi, chaque Verhoeven que j'ai vu, à part peut-être Basic Instinct ou Total Recall, mais en tout cas, les Showgirls, je me rappelle de gens qui se levaient, qui se barraient de la salle. Quand je suis allé voir Starship Troopers, il y avait des gens qui se levaient, qui se barraient de la salle. Moi, j'ai 2 personnes qui sont sorties hier dès le début. Nous, on a eu la même chose. Ouais. Et c'est toujours drôle, parce qu'en fait, fondamentalement, tu dis donc oui, alors soit ça les intéresse pas, tu peux pas présumer, soit ils se disent oh bah non, j'ai pas envie de voir ça pendant 2 heures, tu vois, des mecs qui chient, des nanas qui chient, des nanas qui baisent et tout. Mais à un moment donné, tu te renseignes un peu sur ce que tu vas voir, j'ai envie de dire. Oui, puis on en a bien parlé, donc les gens savent quand même. Voilà, soit ils sont choqués par peut-être effectivement la facture franco-française, on va dire, du film, quoi. C'est-à-dire que c'est pas toujours très bien joué. Alors, c'est un peu. Moi, je vais lancer un pavé dans la mare. Je trouve que Isabelle Huppert, ce n'est pas la grande actrice qu'on te vantait à l'époque de la sortie de Elle, tu vois. Et je trouve que, à défaut d'être une grande actrice, Virginia Fira est beaucoup plus juste. Voilà, mais il y a plein et Charlotte Rampling est superbe, moi je trouve, en fait, voilà. Daphné Pataki aussi, elle est bien aussi, c'est et vrai. Lambert Wilson pour une fois, mais finalement en termes de casting on est pas mal sur le casting principal. Par contre le truc c'est que t'as plein de castings secondaires, et notamment par exemple les soldats au début qui jouent comme des patates, mais en fait t'as l'impression que c'est des scènes coupées de Kaamelott ou des trucs comme ça parfois. Le début m'a beaucoup fait penser à et moi ça m'a, en fait c'est pour ça que je disais mi-figue mi-raisin, parce que ce côté-là m'a vachement sorti du film. Puis dans ma salle il y avait pas mal de gens qui ricanaient, qui le regardaient un peu comme un nanar, et ça j'ai eu du mal, parce que je vois ce qu'ils voulaient faire avec ce film, mais comme il y a des choses comme ça qui sont ratées, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans. Mais du coup voilà, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans, et comme tu dis, le casting principal est hyper bien. Moi j'ai Virginie Efira, j'aurais pas misé grand chose sur elle il y a quelques années. Je trouve que de film en film, moi elle m'étonne, je trouve qu'elle va vachement plus loin, puis là elle va quand même très loin, parce qu'il y a énormément de scènes de nudité qui sont pas forcément nécessaires ou quoi, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui sont très très explicites, où on voit littéralement tout, et en fait elle l'assume. J'ai vu dans les interviews où vraiment elle en parle, et je trouve ça ouf qu'elle fasse ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le cinéma, français ou même pas français. Et aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Et mais c'est vrai que voilà, ce côté un peu cheap, moi m'a sorti du truc, alors qu'il y avait des thématiques intéressantes sur le corps féminin. En fait, il y a toute une partie sur la marchandisation des corps, en fait, où dès le début, quand son père l'amène, quand elle a 8 ans, l'amène au couvent, la mère supérieure, en fait, qui marchande, c'est 100 écus, ou 60, la coupe pour en deux, 75. De la dot. C'est la dot, parce qu'elle va être l'épouse de Jésus. Et en fait, dès le début, il y a ça. Dès qu'on lui enlève ses vêtements, on lui enlève sa jolie robe, parce que c'est la fille d'un noble, je sais pas quel titre il a, mais voilà, elle a une jolie robe, on lui met un truc en toile de bure qui la gratte, on la voit souvent se gratter dans son lit, et on lui dit de toute façon ton corps est ton pire ennemi, en fait, il faut pas être trop bien dedans. On lui dit 2 choses au début, ton corps est ton pire ennemi, il faut pas être trop intelligente. Aussi. Et du coup, il y a tout un truc sur la condition féminine, et en fait, où on voit, en filigrane, en fait, qu'elles ont pas le droit de se voir nues les unes les autres, et qu'en fait, la transgression, elle vient du fait de voir un sein à travers le rideau de la douche, ou à travers le rideau qui sépare leur chambre, et qu'en fait, coucher ensemble, c'est une réappropriation de leur corps, au final, parce qu'elles sont complètement dépossédées de leur corps, elles peuvent rien en faire, elles ont pas le droit, et en fait, on voit la réappropriation après, quand il y a une scène de torture qui est vraiment
vraiment assez difficile avec cet horrible instrument qui s'appelle la poire de l'angoisse ou je sais pas quoi, enfin c'est un truc horrible. Et en fait on voit que en fait la punition pour s'être réapproprié son corps, c'est l'homme, l'autorité suprême, le mec qui vient de Florence ou de je sais plus quelle ville et qui vient avec quelqu'un qui la torture et après, ça finit au bûcher. Enfin voilà, c'est au final le corps qui est blessé ou réduit à néant par l'homme et par l'institution en fait. Et en tout cas, le truc, c'est que ce qui est intéressant en fait par rapport à ça, et je voulais rebondir juste sur ce qu'on disait sur le sort en fait finalement de Benedetta au final, c'est que je pense que de toute façon, c'est un crime ce qu'elle commet aux yeux de l'Église. Donc forcément, elle ne pouvait pas rester impunie en fait dans la logique des choses. C'est-à-dire que voilà, sauf que l'idée même de ce que le film raconte, c'est que et ça dépasse finalement assez rapidement. Hein, mais moi, je me suis dit, mais il va pas faire ça en fait. Ce n'est pas que ça. C'est-à-dire le corps, c'est naturel chez Verhoeven. C'est-à-dire il faut avoir cette conscience-là. Verhoeven, et c'est un mec qui déteste l'Église parce que c'est quelqu'un qui a eu ce qu'on appelle un épisode en fait à l'âge de 25, 26 ans, 27 ans, quand sa femme est tombée enceinte, il n'a pas assumé. Et il est parti en fait dans une secte, on va dire, de pentecôtistes, tu vois. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était totalement de la merde ce qu'il était en train de se dire là-bas, et il est revenu, tu vois. Et il s'est dit, mais ça lui a construit sa vision en fait de l'Église, de la croyance, etc., et de la façon dont c'est marchandé, la façon dont c'est utilisé. Et ça, il le fait avec un naturel presque, voilà. Et du coup, tout le discours, pareil, sur l'Église qui contraint les désirs, le corps féminin, tous ces trucs-là, je me suis dit, mais ça va pas être le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est un constitutif de ce que ça raconte, forcément, mais il va aller plus loin, forcément. Et c'est ce qu'il fait, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a l'idée à un moment donné que presque, j'ai envie de dire, alors il faudrait peut-être voir scène par scène, mais c'est presque la relation la plus pure qu'elle est en fait dans le film. C'est ça qui est étonnant en fait, c'est-à-dire que lui te le présente comme ça. Je pense qu'il le surligne pas, il le pointe pas, mais le moment en fait justement de cette scène de torture, ce qui est très fort en fait dans cette scène, c'est qu'on voit rien. C'est-à-dire en fait, t'as le bourreau, c'est-à-dire on te présente l'instrument, t'as le bourreau qui arrive et qui a sa phrase. Alors en général, un bourreau il ne parle pas, tu vois, c'est-à-dire et là il sort sa phrase et tu te dis oh putain, elle va en chier, c'est horrible. Et en fait, t'as le retour des femmes, c'est-à-dire que t'as le retour de Benedetta et t'as le retour même de Charlotte Rampling qui est responsable de la situation, si tu veux, et tu les vois en train, et c'est leur réaction qui fait en fait que tu comprends quel est le sacrifice du personnage en question, qui se fait torturer. Et ça, en fait, si tu veux, c'est des trucs où, je pense, dans l'écriture du film, si vous devez traiter ce sujet-là et ces thématiques-là, c'est par ce biais-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est ce qui reste, à ses yeux, presque le plus pur, le plus cohérent et le plus normal. C'est le truc qu'il comprend, lui, en tout cas. C'est-à-dire ce désir sexuel assouvi, si tu veux, est montré et puni, tu vois, horriblement puni, en fait, par l'institution supérieure, on va dire. C'est-à-dire Et donc voilà, et le truc c'est que, mais après, bon voilà, ça reste, c'est-à-dire que oui, je comprends en fait ce que tu dis aussi, Marie, quand tu dis voilà, le truc c'est que les gens ils voient un truc cheap, mais je pense qu'ils se posaient déjà ces problématiques en fait sur les autres Verhoeven, si tu veux. C'est-à-dire que Starship Troopers c'était, mais c'est quoi, c'est Barbie et Ken et Barbie en fait qui vont faire la guerre, tu vois, c'était ça aux yeux des gens, et jusqu'à ce que en fait d'un seul coup on voit, tu vois, le sous-texte, etc. Donc c'est très problématique en fait, c'est un film qui est problématique parce que moi en termes de cinéma pur, je suis beaucoup moins contenté, c'est-à-dire que voilà, mais en termes de ce que ça raconte et en termes de l'idée en fait, de pas forcément de choquer encore une fois, mais finalement de jeter un petit pavé dans la mare en fait de ce qu'il y a autour de nous, bah par défaut de toute façon ça marche. Mais parce que je pense que Verhoeven il est cohérent avec lui-même en fait depuis toujours. Et c'est ça qui à mon sens fait le prix, en fait la qualité du film quoi. Ah je pense, tu vois. C'est un peu comme elle, c'est les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, je regarde ça et je me dis, putain, j'aimerais tellement qu'il fasse ça, mais par le biais du langage du cinéma pur et dur, tu vois, et pas que par intermittence, quoi, comme ça arrive de temps en temps. Mais bon, finalement, en fait, sur le papier, le film, il défonce, quoi, tu vois. Et puis... Et je trouve que Benedetta, en fait, ressemble plus, pour moi, à un film de Verhoeven, dans la mesure où tu parlais d'Hitchcock, et c'est très très juste. Verhoeven, comme Hitchcock, en fait, et c'est pour ça que les enfants aussi, enfin, je sais pas si tu te souviens qu'on a vu Robocop, je sais pas, moi je devais avoir 12-13 ans, et j'étais vraiment... En fait, ça fonctionne sur plusieurs niveaux de lecture, comme les Hitchcock, c'est-à-dire qu'il va pas partir du cahier des charges. C'est-à-dire quand tu vas voir un film de Verhoeven, la première couche, elle est là, comme un film d'Hitchcock. Et après, il y a un sous-texte énorme. Et dans Elle, moi, j'étais un peu frustré parce que je savais
pas vraiment de quoi parler le film en fait. Surtout toute la partie de flashback là-dedans, elle est vraiment Ouais, bordélique. puis je pense qu'il y a ce questionnement sur le viol, c'est-à-dire qu'en fait le truc avec Verhoeven, c'est que tu parlais de Robocop, il a déjà fait son film sur Jésus en fait. C'est Robocop. Ouais. Tu vois, donc voilà, en gros c'est un mec qui meurt et qui revient à la vie et qui à la fin marche sur l'eau. Et, tu vois, non, sauf que tu vois, voilà. Mais c'est aussi un actionneur. C'est aussi voilà un film de SF complètement dingue et tout. Et le truc, si tu veux, c'est que toute sa théorie autour de son film de Jésus. Elle est basée sur l'idée que en fait Immaculée Conception mon cul quoi. C'est-à-dire qu'elle a été violée et qu'en fait en gros si tu veux Jésus est le fruit de ce viol en fait et pas un soldat romain je crois. Voilà, et en gros si tu veux c'est un truc qui est quand même là pour le coup s'il fait ce film je pense que ça risque d'être très problématique en fait si tu veux quand il va sortir en salle parce que s'il le fait en plus à la Verhoeven bah voilà, on va tomber dans des travers. Mais c'est comme tout, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, Verhoeven, il est arrivé aussi à un stade aujourd'hui où je pense qu'il est tellement, en fait, finalement, cohérent avec lui-même que il a, par exemple, la fin de Black Book, il y a quand même un sujet où elle prend l'argent nazi, en fait, elle va créer les kibbutz, quoi, avec, quoi. Donc, en fait, tu te dis... et là, tu te dis, mais... Tu regardes ça, tu te dis, mais tout le monde va lui tomber dessus, c'est pas possible, en fait. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Mais moi-même, quand j'en avais parlé dans l'interview, il m'avait dit oh, bah. Et moi, ça m'avait fait halluciner parce que je me suis dit, mais il va se prendre une volée de bois vert. Donc il y a tout un truc comme ça où je pense que justement le bon mauvais goût est doublé d'une extrême intelligence en fait à l'idée de savoir comment, sur quoi appuyer. Et voilà, mais bon, le langage me manque en fait dans ce film. C'est mon problème en fait. C'est mon problème principal. Et je pense que c'est ce qu'il faut prévenir en fait les gens qui connaissent le cinéma. Ouais, bien sûr. Mais il faut aussi leur prévenir que voilà, comme tu dis, Polo est là et que donc le cahier des charges. Si vous voulez voir des nonnes à poil, des godemichers, tout est là en fait. T'as des gens qui regardent Robocop parce que c'est un actionneur. Ouais. Et que un mais ça marche aussi comme ça, tu vois. Et Starship Troopers marche aussi comme ça. Bon, c'est vrai que moi j'adore les sous-textes chez Paul Verhoeven parce qu'il y a vraiment il y a les deux écoles quoi. Il y a à boire, à manger, il y en a pour tout le monde. Je trouve que ces films-là, en fait, on peut les revoir, on trouve toujours des trucs dedans. Mais je les revois pas moi. Elle ou Benetta, je suis pas sûr de le revoir tout de suite. Benetta, moi je le reverrai parce qu'en fait, bon, j'essaie d'en parler tout à l'heure, mais j'ai pas trop le vocabulaire pour ça, mais ça me faisait penser à cette vieille théorie qu'il y avait dans un bouquin des années 70, qui était un des bouquins favoris de Philip K. Dick de Bowie, qui s'appelait The Bichoral Mind and the Evolution of Consciousness. Et en fait, c'était une théorie qui a été répudiée depuis, mais qui a aidé en fait à comprendre comment évolue la conscience, qui disait qu'en fait, donc, on a deux hémisphères du cerveau, et qu'avant, en fait, le cerveau était moins évolué qu'il était aujourd'hui, et que du coup, en fait, quand on entendait nos pensées, on pensait que c'était les voix de Dieu. Et en fait, ce film parle très très bien de ça. Et quand tu dis, en fait, parce qu'on parlait de ça à la sortie de la Projo, et je disais, oui, ce genre de structure où on ne sait pas si c'est Dieu qui lui parle ou si elle est folle, on a un peu déjà vu dans le Jeanne d'Arc de Besson notamment, et c'est un peu lourd, hein, tu vois, c'est ce que je pensais. Et après, tu me disais, ouais, mais là, c'est quand même assez différent, et t'as raison. Et là-dedans, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce film-là, sans vouloir être trop théoricien, c'est qu'en fait, à la fin, elle fait la synthèse des deux. C'est-à-dire qu'au début, elle dit, en gros, que effectivement, elle truque, tu vois, c'est elle qui se fait les stigmates, mais qu'en même temps, c'est Dieu qui lui dit de le faire, tu vois. Et donc, il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce personnage, en fait, qui arrive à la fin, pour moi, à former une boucle avec elle-même, à être cohérente, en fait, là-dedans. Mais elle en reste toujours totalement complètement folle. Donc du coup, ce film-là, en fait, au niveau de la stricte évolution du personnage, il est quand même hyper intéressant, je trouve. T'as vraiment l'évolution d'une folle, en fait, là-dedans, qui arrive à concilier, voilà, toutes les parties de sa personnalité. Et à être à la fois nonne, lesbienne, libidinale, nymphomane et sainte. Parce que c'est possible. Bah ouais, mais du coup, en fait, voir tout ça en fait dans un film, en dehors du cahier des charges, en plus du cahier des charges, je veux dire, c'est cool. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la densité, il y a quand même du travail sur la structure. Donc c'est pas que un film mineur de Verhoeven, je pense. Je pense que c'est un vrai bon... Je le trouve bien meilleur que celui avec Isabelle Huppert, par exemple. Ou bien meilleur que Invisible Man, par exemple. Holoman, pardon. Voilà. Ouais, bon, c'est... Et puis en plus, on a quand même bien rigolé quand on a vu le film. C'est vrai, parce qu'il y a des blagues de paix, c'est ça que tu veux dire. Voilà, il y a des blagues de paix. Voilà. Il y a des blagues de paix, il y a tout ce qu'un môme de 12 ou 13 ans voudrait voir sur un grand écran, et dont oui, moi, alors, je suis toujours pas sorti. Moi, j'ai lu film scatologique, je m'attendais à des gros débordements. En fait, il y a une scène où on les voit qui vont aux latrines, et elles font des paix.
Mais bon, on voit rien, c'est pas non plus, scandaleux, quoi. Non, mais Ça a rien de scato. Mais moi j'adore le cinéma, vraiment. C'est la nature. Je trouve que le cinéma, quand il est érotique et qu'il est bien fait, il est plus bandant que n'importe quel porno. Et ce film-là, en fait, il arrive quand même. On sent que c'est fait par un mec qui est libidinal et qui aime les corps des femmes et qui est en bien avec lui-même, en fait. Et j'aime bien voir ça, moi aussi. J'aime bien ce côté-là chez Verhoeven, qui est un peu sexuel, libidinal. Hein. Et j'ai retrouvé ça chez lui. J'étais content, en fait. Ouais, parce qu'il y a des scènes de nudité qui sont justifiées par les scènes de sexe et tout, mais c'est vrai, on en parlait tout à l'heure en antenne, la scène à la fin où il y a un dialogue et elles sont nues pendant plusieurs minutes avec un full frontal et tout, et ça sert à rien en soi qu'elles soient nues, mais c'est vrai que jusqu'à la fin elles le sont. Sauf que ça, je pense que c'est le money shot. C'est-à-dire qu'en fait, dans la clairement, logique de ce que tu... Alors, parce qu'à un moment donné, il y a aussi cette problématique de qu'est-ce que tu viens voir, tu vois, genre les gens qui se lèvent et qui se barrent de la salle, s'ils se sont pas renseignés, c'est étrange quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais là, tu sais que tu vas voir un film sur des lesbiennes, tu vois, et l'idée, si tu veux, c'est que et en plus avec une star de cinéma française, tu vois, une grosse star de cinéma française. Et Fira, c'est quand même la nana qui finalement monte tous les films qu'elle veut monter. En fait, elle a cette capacité aujourd'hui. Elle est bankable, quoi. Et en gros, l'idée, je pense, et là c'est construit pour le coup à Hitchcock, en fait, entre guillemets, c'est comment il révèle le truc au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, en fait, il se sert, c'est le money shot, c'est le corps de Fira. Et en gros, elle est, et d'après ce que j'ai compris en plus, parce qu'on lui a posé des questions en fait à Cannes, elle avait l'air consentante dans cette logique-là, tu vois, elle est utilisée de cette manière-là, et du coup à la fin, effectivement, c'est pour moi la vraie première fois, tu la vois totalement nue arriver, et tu fais, ah ouais, d'accord, donc là, elle est devant toi, face caméra, voilà. Et je pense que c'est, comment dire... Parce que c'est un divertissement, le film, en fait. C'est aussi peut-être ce truc qu'il faut peut-être préciser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'amusement. C'est-à-dire, il y a la paillardise du film, elle est voulue, elle est volontaire. Évidemment, si les gens sont choqués parce qu'à un moment donné, t'as 3 troubadours qui font des paix, tu vois, si tu veux, autour du truc, là, t'as envie de dire, non, mais à un moment donné, il faut arrêter d'aller au cinéma, quoi. Tu vois, juste... ou alors, est choqué parce que t'as 2 femmes qui font caca, parce que oui, les femmes font caca, oui. Tu vois, donc voilà, je comprends, en fait, si tu veux, qu'à bout d'un moment, si ton esprit fonctionne comme ça, ouais, au bout d'un moment, tu considères que c'est scato. Mais le truc, si tu veux, c'est que dans l'idée que tu vas voir un film sur ça, bah forcément c'est dedans, tu vois. En tout cas Verhoeven le fait, quoi. Et du coup ça participe aussi, alors, et Eric le disait de manière peut-être presque triviale, quoi, mais c'est logique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait tu veux voir de la fesse, il y a de la fesse, et donc du coup comme ça participe du projet. Serait foutu à poil de cette manière-là, par exemple, je sais pas, moi dans Adieu les cons on aurait fait quoi? Qu'est-ce que ça fout là, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est le projet global, c'est pas que les scènes, enfin à mon avis, hein, tu vois, et je pense que de toute façon Verhoeven fonctionne comme ça. Mais c'est vrai qu'on a peut-être plus l'habitude aussi de voir des films qui, entre guillemets, délivrent ce qu'ils sont censés te vendre comme un élément marketing de base, quoi. Si tu veux, et bon, connaissant Verhoeven, c'est pas étonnant non plus qu'il le fasse. Mais je pense que c'est son rapport au corps qui est encore une fois désigné. Tu sais, Verhoeven, il faut savoir, le truc c'est qu'il se foutait à poil sur le plateau, en fait, pour désinhiber les acteurs, quoi. C'est un mec et... Même dans celui-là, là. Alors celui-là, je sais pas, mais en fait, sur Basic Instinct, sur je sais plus quel film, il se foutait à poil. Sur Starship Troopers, la scène de comment dire. Et je pense, en fait, toute la scène en fait de douche où tu vois les gens qui prennent des douches ensemble, parce que c'est les soldats qui prennent des douches ensemble, où ils pointent quand même quelque chose du doigt qui est quand même très structurellement spécifique, tu vois. L'idée en fait que les hommes et les femmes prennent des douches ensemble dans un truc et que rien ne soit sexualisé, c'est son rapport au corps aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette logique de comment dire, bah oui, tu vois, en fait. On est pareil, on est comme ça, et en fait si moi je vous demande de vous foutre à poil, et bah hop je me fous à poil sur mon plateau, et c'est ce qu'il faisait, quoi. Et en plus Verhoeven, bon, tu vois, c'est un mec qui, quand il est ructe, il y a son dentier qui se barre, il en a rien à foutre, enfin, il est vraiment, tu vois, il est à l'image de ses films, le mec, tu vois, il est truculent, un peu paillard, un peu, tu vois, voilà, et extrêmement intelligent, extrêmement, tu vois, malgré tout extrêmement sophistiqué, je pense, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça en fait le truc, c'est que ça participe de tout ça, quoi, à mon avis, ouais. Mais franchement, c'était cool de voir ça en salle aussi. Moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé en salle. Et même si c'est vrai que la lumière est pas terrible, le découpage est pas ouf non plus, c'était quand même agréable de voir un film avec de la densité. Enfin, ça aurait été triste de le voir sur Netflix, ce truc. C'était cool de le voir en salle. Donc moi, je conseille quand même d'aller le voir. Pour toutes les couches que ça a. La couche, peut-être, film de nonne un peu lesbien, mais tout ce qu'il y a à côté est quand même cool, quoi. Ça remplit, c'est vrai, les petits défauts de mise en scène qu'il y a, notamment visuellement, c'est vrai. Gros défaut. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire et t'as raison là-dessus.
C'est vrai que c'est un peu décevant venant d'un type qui fait d'aussi beaux mouvements de caméra avec la musique de Jerry Goldsmith dans Basic Instinct, quand Catherine Tramell descend les escaliers et le plan est à tomber, et quand tu vois que ce qu'il fait dans Benedetta, c'est jamais... Ouais, puis même des scènes, tu vois, je veux dire, même, tu vois, je comprends en fait la logique. Par exemple, il y a cette scène où elle se jette dans le vide, là, tu vois, la nana qui se suicide et tout, et qui crée une situation, voilà, et je comprends ce qu'il essaye de faire, tu vois. Mais sans même comparer à Basic Instinct, quand tu connais les diables de Ken Russell, enfin tous ces trucs-là, tu peux pas en fait. À un moment donné, tu fais bon, c'est pas joli, c'est pas. Tu vois, m'a fait penser à Sacré Graal, moi, cette scène-là. Ouais, mais c'est un des trucs en fait, c'est que je pense que c'est un problème en fait, ce film qui soit à la fois en fait. Bon, il est comme ça maintenant, voilà, c'est ça, mais c'est un problème qu'il soit aussi laid finalement, parce que en fait, il aurait été beau. Il aurait été juste machin, tu vois, incroyablement beau et sophistiqué, tout ce que tu veux, etc., etc. Et je pense que ça serait un vrai chef-d'œuvre, à mon avis. Hein. Enfin. Oui, je pense que c'est peut-être pas un truc qui peut-être pas un de ces films qui reste non, mais ça sera en tout cas un film à mon sens beaucoup plus plaisant. Je pourrais le revoir. Showgirls, c'est ça. Showgirls, c'est un film qui visuellement est assez incroyable quand même, quoi. Tu vois, tu regardes le truc, tu te dis voilà, c'est putain, ah ouais, elle est à poil, ah wow, putain, le mouvement de caméra. Et non, mais moi c'est des trucs comme ça, tu vois, tu viens voir ça et t'as 100 fois plus, quoi. Ouais, là t'as pas 100 fois plus. Mais il y a aussi tout ce côté film de peste, toute la partie avec Lambert Wilson aussi est mortelle, je trouve, et avec Charlotte Rampling et la manière dont la peste arrive dans cette petite ville et tout, il y a quand même à voir. Enfin, mon imaginaire était actif pendant le film, j'étais content d'être là, donc merci Polo. Polo, quoi. Très bien, merci Polo. Donc pour conclure ce film, on va le voir. Marie, tu veux ajouter quelque chose ? Non, parce que moi, comme je disais, je suis mi-figue, mi-raisin, et c'est un film que je reverrai, je pense, dans quelques mois ou quelques années, et j'aurai sûrement un avis différent. Alors, je sais pas dans le positif ou dans... piquer des hannetons. Très bien, voilà. Si tu fais des blagues, fais-les dans le micro. Pardon. Ouais, mais fais pas à 2 cm de mon visage. C'est pas très geste barrière. À revoir donc dans quelques années. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Benedetta est sorti en salle le 9 juillet. Et vous en pensez quoi ? Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, on veut le savoir. Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, retrouvez-nous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Pas de répondeur pour cet épisode-ci, on vous réserve ça pour la prochaine fois. On attend vos messages. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore quelques surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve après-demain pour le tout dernier saletan de la saison. Pour finir en beauté, on parlera gros moteur et course-poursuite avec Fast and Furious 9.